J'ai maintenant l'honneur de vous présenter Eitan Dana, représentant de Tsahal. C'est le commandant adjoint des opérations spéciales des affaires militaires pour la région de Judée-Samarie. Vous allez parler, bien évidemment, et vous avez été le premier à intervenir sur le terrain, et on vous a parlé du processus militaire actuel, ainsi que les difficultés, les défis rencontrés et que rencontre Israël. Je dois présenter à nos téléspectateurs, et je dois dire, lieutenant-colonel Eitan, que vous n'avez pas l'habitude d'être interviewé, d'abord en hébreu, et qui plus est, en français. Donc merci de faire cet effort de nous dire quelques mots en français. Je vous ai présenté comme le commandant adjoint des opérations spéciales du district de Judée-Samarie, mais c'est du Sud aussi dont on va parler, parce que vous avez été l'un des premiers à intervenir aussi dans la région Sud, c'est-à-dire à la région frontalière. D'abord, c'est une question toute bête, mais elle a besoin d'être prononcée et d'être dite. Comment vous vous sentez ? On va continuer à la prochaine question. Est-ce que ça veut dire qu'un soldat, il n'a pas le temps de réfléchir, il doit agir, et du côté, l'émotion viendra après ? La raison que c'est difficile de répondre à cette question, c'est parce que le 7 octobre, on n'a pas réussi de protéger notre peuple. Je suis à l'armée 21 ans, je suis commandant, je suis père d'enfants, et toute la raison que je suis à l'armée, et mes camarades, mes officiers, mes soldats, c'est de protéger notre peuple. Et là, on demande pardon à notre peuple parce qu'on n'a pas réussi de faire ce qu'on était entraîné. Et la façon, depuis le 7 octobre, ça c'est Tsahal, ça c'est l'armée. Mais à 6h30 du matin, on n'était pas préparé. Je vous sens très ému au moment de parler et de dire ces mots. Merci d'abord de pouvoir le faire, parce que c'est aussi le propre de l'armée israélienne, d'un officier de l'armée israélienne, de prendre ses responsabilités quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? Ce que je sens, c'est qu'on a passé une deuxième Shoah. Mon grand-père, il était résistant. On a sauvé notre peuple. On a fait l'Aliyah. On habite en Israël. Start-up Nation. Mais ce que j'ai vu le 7 octobre, c'est des familles en train de brûler. C'est des enfants par terre. C'est des dizaines de familles blessées où je ne peux même pas s'arrêter pour leur donner une main, de leur soulever du parterre, parce que partout on était en train de se combattre pour arrêter cette attaque. Ce que le Hamas a fait, c'était complètement des crimes de guerre. C'est des choses que je préfère ne pas expliquer ce que j'ai vu dans les yeux, parce que ce n'est pas ma guerre. C'est la guerre du peuple, c'est la guerre du pays d'Israël, et aussi le Hamas n'est pas notre problème, ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est le problème du monde entier. C'est... Qui peut imaginer de kidnapper des enfants, des bébés, de brûler des voitures entières, des maisons? Alors, tu as eu raison. Mon poste n'est pas au sud. Mais quand j'ai reçu le téléphone à 7h moins le quart, on a compris qu'il se passe quelque chose. J'aimerais vous couper parce que c'est vrai, la plupart des officiers avec qui je discute me disent tous la même chose. Ils n'ont pas été appelés. Ils se sont eux-mêmes appelés. Et ça,
c'est important aussi que les téléspectateurs, que les gens qui nous suivent là maintenant le comprennent. Les officiers n'ont pas attendu qu'on les appelle. Exactement. D'abord, comme l'armée d'Israël, on est entraîné de passer de 0 à 100 en une seconde. Et pour protéger ton peuple, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'appelle pour venir. On est prêt pour faire ça. Et à la seconde, on a compris. Au début, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une bagnole qui est passée, 2 bagnoles. Alors j'ai dit, voilà, on va descendre avec 7 capitaines, avec 10 bagnoles. On va aider le Sud, 3-4 heures, et ça va se finir. Mais quand j'ai passé Sha'ar HaNegev pour arriver à Sderot, ce que j'ai vu à l'œil et j'ai entendu à l'oreille, c'était pas ensemble. Ça veut dire, j'ai pas entendu ce que je vois. Ça m'a pris au moins 2 ou 3 minutes pour dire à mon chauffeur, regarde tout droit. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Tu as une chose à faire. Regarde tout droit. Laisse-moi de continuer d'ici. Je sais que c'est une question difficile. Vous vous souvenez de ces minutes de combat? La plupart des officiers avec qui j'ai discuté m'ont dit « Je n'ai même pas eu le temps de me préparer. Quand je suis arrivé, nous avons engagé le combat à la seconde près. » J'étais à l'armée dans les unités contre-terrorisme. Ça fait que depuis, ça fait déjà au moins 15 ans que j'ai toujours mon matériel dans la voiture. J'ai senti quelque chose sur la route qui n'est pas normal. Des voitures qui sont en train de s'enfuir de l'endroit. La première, tu dis, c'est pas normal qu'il est sur ma route. Le deuxième, tu vois, il n'a pas de fenêtre. Alors j'ai dit à mon chauffeur, on s'arrête une seconde à côté, on met le gilet pare-balles, on charge Vos fusils. les fusils. J'ai mis le casque sur la tête et je me suis préparé à ce qui va se passer dans 5 minutes. Je crois que la vraie réponse des officiers, c'est qu'on n'ouvre pas cette porte de Our Sold. On n'ouvre pas ça pour l'instant, les premiers 48 heures. On va ouvrir ça après. Maintenant, notre mission, c'est de gagner cette guerre. Est-ce que c'est difficile comme officier d'envoyer dans un rond-point 4 soldats, des officiers, où tu sais exactement qu'est-ce qui va se passer au bout de cette rue, et 5 minutes après, la bagnole retourne qu'avec le chauffeur? Pour un officier, c'est tes enfants. Alors Comment vous continuez justement? Parce que effectivement, vous m'avez dit en préparant cette émission que seule la personne qui était sur place peut comprendre. Et quand vous perdez justement des jeunes comme ça, comment on arrive à se dire il faut absolument que je pense pas à ça, mais que j'avance? D'abord, ces jeunes, c'est pas des enfants. Ces jeunes, c'est les combattants d'Israël, les meilleurs combattants d'Israël. Et on est là pour protéger notre peuple. Pour vous, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est la date aujourd'hui, mais pour moi, c'est le 8 octobre. C'est passé hier. Pour moi, le temps s'est arrêté. Je ne peux que confirmer, puisque j'étais sur place effectivement très vite, comme si le temps s'était arrêté et que la montre s'était arrêtée justement le 7 octobre. Il me reste très peu de temps pour vous poser, c'est une question peut-être la plus dure. On dit que l'un des credos de l'armée israélienne, le mythe de l'armée israélienne, c'est les officiers devant. Et ça veut dire quoi? Être devant, être en première ligne. D'abord, c'est un mérite. C'est un mérite d'être officier en Israël. C'est un mérite d'être officier juif en Israël.
Et c'est un mérite de crier à tes soldats, après moi, Acharai. Le jour où tu deviens, ça commence quand tu deviens un soldat, et c'est ton commandant qui crie Acharai, et tu vois son dos en train de courir. Alors tu comprends que tu aimes ton commandant, tu aimes ton peuple, alors tu cours un peu plus vite. Mais le jour que tu deviens officier, et c'est toi qui cries après moi, tu ne regardes pas derrière. Tu es sûr que tous tes soldats sont derrière toi. C'est ça l'armée d'Israël, ça c'est nos racines, ça c'est exactement la façon dont on est éduqué à la maison par notre parent. On n'est pas éduqué pour attaquer, on est éduqué pour défendre notre pays. Et vivre. C'est vrai, notre position, c'est pour vivre en Israël. Maintenant, notre travail et notre mission, c'est de gagner cette guerre. Même si on a besoin de continuer jusqu'au bout. Pas besoin d'en dire plus. Lieutenant-colonel Eitan, je dois dire qu'au départ, vous m'avez dit vous n'arriverez pas à le faire en français, pas un mot en hébreu. Et ça, vous le devez aussi à l'éducation que vous avez reçue, parfaitement. Un parfait français. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci.